Aussi nombreux d'avoir répondu en plein mois d'août à cette invitation à rencontrer nos collègues scientifiques, auteurs du premier volume du futur rapport du GIEC. Donc, croyez-moi, je vous remercie d'être venus, mais je les remercie également d'être présents. Ils sont assis au premier rang en compagnie du député Sébastien Nadeau, qui a bien voulu également suivre ces travaux et assurer le mot final de cette soirée. Alors, je les remercie vivement d'être présents ce soir. Ce sont des collègues francophones, ils sont quasiment tous là, ils ont tous répondu à notre invitation. Ils sont très volontaires pour rencontrer les populations où qu'ils aillent travailler. Ils ont des journées et une semaine qui est, je vous en assure, extrêmement harassantes. Ils ont des travaux qui sont importants. Enfin, Valérie expliquera ça. Donc sans plus de transition, je vais laisser la place aux trois exposés qui sont volontairement courts et donc d'une certaine façon très frustrants, mais vous allez avoir la quintessence et les messages essentiels que peuvent vous donner nos collègues. Alors ces trois exposés vont être donnés par Valérie Masson-Delmotte, Sonia Sevinaratne. Sonia est suisse. Et par Roland Seferian. Roland est un jeune chercheur ici au Centre national de recherche météorologique. Et Valérie Masson-Delmotte, je n'ai pas besoin de la présenter. Vous êtes nombreux à la suivre sur Twitter ou dans ses différents rôles de personnalité du monde scientifique. Voilà. Les trois exposés couvrent à peu près les trois volumes qui constituent le rapport du GIEC, c'est-à-dire un premier volume qui porte sur les bases physiques, l'histoire du climat, les projections. Donc c'est le groupe de travail cette semaine sur la météopole. Le deuxième groupe porte sur les impacts. Donc ça, Sonia pourra en parler de façon très docte, puisqu'elle a été très impliquée dans un des récents rapports spéciaux là, du GIEC sur les extrêmes et les effets du changement climatique. Et puis le troisième intervenant, Roland, donc, traitera de questions liées aux mesures que l'on peut prendre et envisager sur la suite de l'aventure. Roland a été, lui, impliqué dans le récent rapport 1.5 sur la façon dont l'humanité peut s'y prendre pour tenir ce seuil et quels sont les enjeux à limiter au maximum le réchauffement climatique. Bon, voilà, mon introduction est déjà trop longue, j'ai eu raison de commencer en avance, et donc sans transition, Valérie, s'il te plaît, merci beaucoup encore à tous d'être venus et en particulier à nos collègues, je n'ai pas dit, mais du monde entier, ils se présenteront tout à l'heure, ils viennent du monde entier et on a la chance qu'ils soient francophones et volontaires pour nous éclairer ce soir. Merci. Diaporama. Oh bah, si tu veux, là. Voilà, parfait. Bonsoir, merci d'être venu ce soir et merci à Météo France d'avoir hébergé toute notre réunion cette semaine et puis d'organiser cet échange. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur lorsqu'on on réunit les auteurs des rapports du GIEC dans un endroit, de pouvoir sortir de notre bulle scientifique et d'avoir cette occasion d'échange, parce que finalement le travail que l'on fait, c'est un travail qui est destiné à être échangé. Dans cette présentation, je commence par cette représentation simplifiée de l'évolution de la température à la surface de la Terre, continents et océans, depuis 1850 jusqu'à aujourd'hui, une année, une barre. C'est un des auteurs de ce rapport britannique qui travaille sur la manière de partager le mieux possible l'information climat avec le grand public, qui a imaginé cette présentation que je trouve extrêmement intuitive. Donc ça nous montre en particulier, on peut le faire globalement ou pour chaque pays, visuellement, ce réchauffement année après année qui est dû aux conséquences des activités humaines. Moi, j'inscris les rapports du GIEC dans le temps long et dans une formidable aventure scientifique des sciences du climat. Depuis l'Antiquité, observer,
les marches graduées en Égypte qui permettaient de suivre les crues du Nil, et puis l'invention des instruments de mesure, la construction de grands réseaux au départ pour la prévision météorologique, l'observation des océans qui a fait des progrès spectaculaires sur ces derniers 50 ans, l'observation depuis l'espace également qui a révolutionné la manière d'observer la Terre, la compréhension des processus avec une physique bien établie, la physique des fluides, les transferts de rayonnement, mais qu'on applique à un objet complexe, le fonctionnement du climat, l'atmosphère, l'océan, leurs interactions, les surfaces continentales et la végétation, la chimie de l'atmosphère, le monde gelé, la cryosphère, et tous ces échanges qui comportent également, bien sûr, le cycle du carbone. Donc la compréhension des processus, et puis cette révolution depuis la Deuxième Guerre mondiale, de la capacité d'aller d'une compréhension théorique, conceptuelle, à des outils numériques. Être capable de mettre en équation le fonctionnement de l'atmosphère et à partir des observations prévoir l'évolution du temps qu'il va faire, la prévision, qui joue un rôle clé pour se prémunir des risques, avoir des systèmes d'alerte. Et puis à partir de ces modèles de prévision météorologique, l'émergence, grâce aux capacités de calcul, d'une capacité à simuler plus longtemps, et dès les années 70, les premières simulations permettant de comprendre comment le climat fonctionne, comment le climat a varié dans le passé en réponse à des facteurs naturels, et comment le climat peut varier lorsqu'on perturbe profondément le bilan d'énergie de la Terre en ajoutant des gaz à effet de serre. Le premier rapport international qui fait le point, par exemple, sur la manière dont le climat réagit quand on perturbe profondément le bilan d'énergie de la Terre, on vient d'en fêter l'anniversaire, ça date de 1979, un rapport de l'Académie des sciences américaines. Et on est encore aujourd'hui en train de travailler avec les mêmes concepts, finalement, des observations qui sont affinées, une meilleure compréhension des processus, des modèles de climat beaucoup plus sophistiqués, mais certains éléments scientifiques sont bien établis. Quand on ajoute des gaz à effet de serre, on piège de la chaleur et le climat change. Ce qu'on observe depuis 30 ans, c'est d'ailleurs tout à fait consistant avec les premières simulations climatiques publiées à la fin des années 80, représentant l'océan et l'atmosphère. On voit se dérouler depuis une trentaine d'années un réchauffement qui touche la surface des océans, les continents, les océans en profondeur, des événements extrêmes comme les vagues de chaleur plus fréquents ou plus intenses, une fonte de la banquise arctique, une fonte généralisée des glaciers, tout cela avait été anticipé. Ça a été anticipé grâce à un travail d'une communauté scientifique extrêmement large, qui travaille bien sûr à tous ces aspects-là, à explorer les futurs possibles, et également, dans ce contexte d'un climat qui change du fait de l'influence humaine, fournir une information en appui à la prise de décision, en appui à la prise de décision pour des politiques publiques, pour des choix stratégiques dans des entreprises, pour des collectivités. Les bonnes nouvelles dans ce contexte-là, de mon point de vue de scientifique, c'est le foisonnement de la production de connaissances. Vous avez là, par exemple, c'est une façon de le suivre, le nombre de publications scientifiques par an avec le mot-clé changement climatique, plus de 20 000 publications dans les revues scientifiques à comité de lecture à horizon 2015, une communauté scientifique qui s'élargit, avec une participation de plus en plus forte de chercheurs de toutes les régions du monde, qui produisent des connaissances, des compréhensions de processus, mais aussi une information climatique régionale pertinente pour la prise de décision dans chaque région du monde. Il est impossible pour chacun d'entre nous de lire 20 000 publications scientifiques par an. Plus que jamais, on a besoin d'une interface entre la production de connaissances, une interface qui prenne le temps du recul, de l'analyse critique, et qui permette de traduire pour les décideurs, mais aussi pour l'ensemble de la société, et même pour la communauté qui fait l'éducation et la formation, l'état des connaissances. Et c'est vraiment le mandat du GIEC. Donc depuis 30 ans, sous l'égide de l'Organisation météorologique mondiale et du Programme des Nations Unies pour l'environnement, cet organisme a été mis en place avec le mandat d'évaluer l'information scientifique, technique et socio-économique pertinente pour comprendre les bases scientifiques des risques liés aux perturbations que nous exerçons et au changement climatique, les impacts potentiels et les solutions, c'est-à-dire les options d'adaptation et les options d'atténuation, c'est-à-dire comment permettre à tous de vivre dignement, d'assurer un développement humain, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Donc, le GIEC est organisé en plusieurs groupes de travail. Il a un petit secrétariat d'une dizaine de personnes à l'Organisation météorologique mondiale à Genève. Il fonctionne avec des contributions volontaires de différents pays. Et son budget permet d'organiser des réunions, comme celle-ci à Toulouse, en prenant en charge les frais de déplacement des chercheurs des pays du Sud, de sorte à ne pas avoir de frein à leur participation.
Le GIEC fonctionne avec un bureau élu pour un cycle d'évaluation. Nous ne sommes pas rémunérés par le GIEC, nous sommes mis à disposition, donc j'ai les mêmes conditions de travail que quand j'étais chercheuse sur les carottes de glace à Saclay, mais mon institution accepte que je passe la plupart de mon temps de travail, entre 2015 et 2022, à superviser la préparation d'un ensemble de rapports du GIEC. C'est aussi le cas pour Fatima Druesh, vice-présidente du groupe 1 du GIEC marocaine, qui fait partie du bureau du groupe 1 du GIEC. Nous sommes 2 coprésidents, 7 vice-présidents, dans le cadre d'un groupe complet de 34 personnes. Nous menons en fait, nous coordonnons le travail de chercheurs du monde entier qui passent en revue la littérature scientifique avec des principes de travail qui sont de le faire de la manière la plus objective possible, la plus exhaustive possible, en toute transparence, de sorte à ce que les conclusions soient traçables aux informations scientifiques, en rapportant la confiance qu'on accorde à chaque conclusion, et le tout avec rigueur et robustesse. Il y a parfois également des confusions par rapport au mandat du GIEC. Nous ne faisons pas de recommandations, nous ne dictons pas à la société ce qu'elle doit manger, nous ne dictons pas à la société quel devrait être le niveau de réchauffement à ne pas dépasser. Nous faisons une évaluation pertinente et neutre pour éclairer des choix politiques, mais non prescriptifs. Par exemple, nous évaluons différentes options d'action, les bénéfices que ça peut présenter dans différentes dimensions, mais aussi parfois les risques d'effets indésirables, et nous le rapportons de manière factuelle et neutre. Et enfin, il y a parfois une confusion sur ce que fait le GIEC. On parle parfois dans les médias de modèles du GIEC ou de scénarios du GIEC. Les scénarios, imaginant, explorant différents futurs possibles de développement socio-économique, sont développés par une communauté scientifique internationale. Les modèles de climat sont développés dans des centres de recherche, comme ici, à Météo France ou à l'Institut Pierre-Simon Laplace en France, ou dans d'autres centres de recherche. De nombreux centres de recherche, ici et ailleurs, produisent des observations, travaillent sur la compréhension des processus. Nous ne faisons pas de recherche en ce sens, nous passons en revue les connaissances scientifiques sur la base des travaux et des données publiées, mais en le faisant, nous stimulons la production de connaissances nouvelles et nous facilitons aussi ce qu'on peut voir comme la maturation des connaissances scientifiques. Qu'est-ce qui est robuste? Qu'est-ce qui résiste à l'examen critique, une forme de vérité scientifique? Qu'est-ce qui est émergent, potentiellement extrêmement important, mais qui repose sur finalement peu de travaux? Où sont les controverses scientifiques et quelles sont leurs raisons? À partir, par exemple, de connaissances imparfaites, de jeux de données associés à des incertitudes ou de modèles qui sont des représentations imparfaites de la réalité. Et puis, où sont les limites de nos connaissances? Qu'est-ce qu'on n'est pas capable d'évaluer correctement aujourd'hui et pourquoi? Donc c'est vraiment ça le travail qui est fait par les chercheurs qui sont présents, qui contribuent aux évaluations. Et moi, j'ai été auteure principale, coordinatrice de chapitre. Et je vais dire clairement, c'est la partie que j'ai adorée. Cette phase-là où, justement, on obtient une vue d'ensemble, finalement, d'un champ scientifique plus large que celui auquel on contribue quand on produit un petit volume de connaissances soi-même dans le cadre de ses propres recherches ou ses propres projets. Il y a aussi toute cette réflexion sur la manière de communiquer les connaissances scientifiques. Alors nous le faisons en traçant les conclusions aux éléments disponibles, leur cohérence, le type et la qualité des informations disponibles, et donc chaque conclusion va être rapportée avec une évaluation d'un niveau de confiance. Est-ce que notre confiance est faible, moyenne ou élevée? Dans certains cas, on peut le faire quantitativement. Par exemple, quand on rapporte à un certain scénario d'émissions de gaz à effet de serre ce que serait la réponse du climat, on peut donner une gamme à partir de l'analyse de toutes les simulations climatiques disponibles. Ou quand on rapporte le niveau de réchauffement observé, on va rapporter l'incertitude associée aux jeux d'observation et puis à leur superposition. Alors je donne un exemple, je ne l'ai pas choisi par hasard. Dans le résumé pour décideurs du 5e rapport du GIEC en 2013, on peut lire « Il est extrêmement probable que l'influence de l'homme est la cause principale du réchauffement observé au niveau planétaire depuis le milieu du XXe siècle. » Et puis ensuite, de manière plus détaillée, l'estimation la plus probable de la contribution humaine au réchauffement est semblable au réchauffement observé sur cette période. En français clair, 100% du réchauffement observé sur les dernières décennies est dû à l'influence de l'homme sur le climat. Je prends cet exemple-là parce que dans mes fonctions, je rencontre beaucoup de décideurs. Je rencontre beaucoup de personnes intéressées par la question du changement climatique. Et maintenant, quand je vais les voir, j'arrive avec des questions. À votre avis, quelle est la part de l'influence de l'homme sur le réchauffement qui est observé à la surface de la Terre? Certains me disent « Oh, peut-être 20%, mais vous allez me prendre pour Donald Trump quand je dis ça. » La plupart des gens me disent « Oh, peut-être la moitié. »
Donc on a échoué en fait avec les mots qu'on emploie dans cette conclusion qui est forte et qui s'est affinée au cours du temps, à dire clairement que nous n'avons pas d'autre explication au réchauffement observé et qu'il est dû aux conséquences de l'effet de serre supplémentaire qui résulte de nos émissions. Alors cet exemple-là, on peut le tracer. Dans le chapitre détaillé, vous avez la liste des auteurs en haut, des contributeurs. Donc les auteurs vont associer d'autres contributeurs dans la communauté scientifique internationale, pour être plus rigoureux, plus objectif. Vous allez avoir une évaluation détaillée avec des figures, parfois des données supplémentaires, du texte qui cite des articles et toutes les références citées dans le texte à la fin de chaque chapitre. Et nos conclusions, elles sont parfois représentées visuellement. Par exemple, en haut, depuis 1951, le réchauffement observé en noir à la surface de la Terre, en vert, la part due au rejet de gaz à effet de serre, en jaune, l'effet parasol lié aux particules qui renvoie une partie du rayonnement solaire vers l'espace, et en orange, l'estimation de la part due à l'influence de l'homme sur le climat. L'effet du soleil, des volcans, 0. L'effet de la variabilité spontanée du climat, des échanges océan-atmosphère, sur cette tendance de plusieurs décennies, 0. Regardez les débats que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux. Regardez les débats, le traitement de cette question-là dans la presse. Ça n'est pas souvent rappelé, et pourtant, c'est quelque chose qui est important sur les bases de la réflexion par rapport au changement climatique. Nous sommes dans un contexte où cette influence est clairement établie. Le climat va continuer à changer, mais ça va dépendre de ce qu'on va faire. Qu'est-ce qui est attendu de nous par le monde autour de nous? Au niveau des Nations Unies, il y a un contexte qui a été construit un agenda international 2015-2030. Il comporte une réflexion sur l'évolution des villes résilientes, des villes dont les émissions de gaz à effet de serre diminuent, des villes donc, qui intègrent la question du changement climatique dans leur stratégie de développement. L'accord cadre international de Sendai pour gérer le risque de catastrophe, dans lequel il y a toute la question des systèmes d'alerte, par exemple par rapport à des événements extrêmes qui changent dans un climat qui change. Des vagues de chaleur plus fréquentes, plus intenses, dans certaines régions une intensification des pluies torrentielles, l'augmentation de la fréquence de submersion côtière quand le niveau des mers monte, pour donner quelques exemples. On s'intègre également dans un contexte où on a une évaluation de plus en plus approfondie des liens entre climat et biodiversité. Je fais référence au dernier rapport de l'IPBES, l'équivalent du GIEC, qui montre à quel point, par exemple, les activités humaines et la pression qu'on exerce sur les terres sont un des facteurs déterminants de la perte de services écosystémiques et d'un déclin profond de la biodiversité sur les continents. Et puis enfin, on opère dans le cadre d'une réflexion des Nations Unies, formalisée par 17 objectifs du développement durable, dans lequel un objectif porte sur l'action par rapport au climat, mais les deux premiers objectifs, c'est la réduction de la pauvreté profonde et l'élimination de la faim dans le monde. Et la question de la pauvreté et de l'action par rapport au changement climatique, elle est étroite. Certains sont plus vulnérables que d'autres par rapport à un climat qui va changer. Les moyens d'agir ne sont pas les mêmes partout, par exemple. La question de la faim et celle du changement climatique sont étroitement liées. On est dans une situation où on a à la surface de notre planète 800 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim et plusieurs milliards de personnes en surpoids. Nous avons un système alimentaire mondial qui ne fonctionne pas. Dans un climat qui change, la capacité à produire notre alimentation va changer. Et la manière dont on produit notre alimentation, aujourd'hui, contribue à rejeter des gaz à effet de serre et demain peut faire partie des solutions. Donc, on est dans ce contexte où les décideurs attendent de nous un éclairage plus clair sur les risques pour construire des stratégies pour y faire face, sur les risques qui se déclenchent par rapport à des événements rapides, mais aussi par rapport aux changements plus structurels et aux stratégies d'adaptation. Sur les solutions, il y a ce besoin de connaissances en appui à la prise de décision, mais qui ne soit pas réduite à la question climat. Donc ce qui est attendu de nous, c'est réfléchir aux enjeux climat, aux solutions par rapport à la question climat, intégrées dans l'ensemble des dimensions d'un développement soutenable, et pas en silo et pas séparés. Oups. Donc dans ce contexte, alors j'aimerais bien qu'on m'aide à pouvoir passer ma diapositive, parce que là, ça dépasse mes compétences. Dans ce contexte, il y a eu une pression sans précédent pour qu'on prépare un ensemble de rapports dans le contexte du 6e cycle d'évaluation du GIEC. J'interromps la présentation, je reviens sur ma diapositive. Je pense que je vais arriver à la faire avancer. Voilà. Donc dans ce contexte, on nous a demandé, on avait reçu 31 propositions de rapports spéciaux sur le cycle 2015-2022 d'évaluation.
Et les représentants de tous les pays se sont accordés en session plénière du GIEC pour en préparer 3. Donc nous avons rendu en octobre 2018 un rapport spécial sur les impacts d'un réchauffement de 1,5 degré, les différences par rapport aux impacts d'un réchauffement de 2 degrés, les trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre compatibles, le tout en fait dans le contexte d'un développement soutenable et des efforts pour éradiquer la pauvreté. Moi j'ai résumé ce rapport-là en disant à quel point chaque année compte par rapport à nos émissions de gaz à effet de serre, à quel point chaque demi-degré compte, et un monde 1 degré plus chaud aujourd'hui, un monde 1,5 degré plus chaud ou 2 degrés plus chaud, c'est des mondes très différents en termes de conséquences régionales. Et enfin, à quel point chaque choix compte, avec la possibilité de construire ces développements résilients, sobres en carbone, à condition de les penser de manière intégrée et en ne laissant personne derrière, dans la manière de construire ces trajectoires. On a rendu au mois d'août notre rapport spécial sur le changement climatique et l'utilisation des terres. Nous sommes dans une façon d'utiliser les terres qui est absolument insoutenable. Notre système alimentaire mondial fonctionne mal. Et nous montrons à quel point il existe des solutions qui sont déjà disponibles aujourd'hui, qui permettent d'intensifier la production agricole et de réduire la pression sur les terres, où on a des solutions qui permettent, au lieu d'émettre des gaz à effet de serre, de les stocker par une gestion durable des terres, mais à condition également que ça s'accompagne d'évolution des régimes alimentaires pour permettre, par l'action à la fois sur l'offre et sur la demande, de faciliter ces transformations-là. En septembre 2019, nous allons rendre notre rapport spécial sur les océans et les glaces, la cryosphère, la neige, la banquise, les glaciers, les sols gelés. Et puis nous sommes ici à Toulouse pour préparer à horizon avril 2021 le rapport spécial sur les bases physiques du changement climatique. Alors je pense que je vais pouvoir revenir à une présentation standard sur la diapo suivante. Donc je ne peux pas vous dévoiler les conclusions du rapport Océans et Glaces. On est en train de finaliser le résumé pour décideurs, même si l'AFP a décidé d'en faire fuiter une vision particulièrement alarmiste et qui ne reflète pas le contenu de notre rapport. Nous avons donc également tout un travail sur la réflexion, sur le fait de savoir comment le mieux communiquer les connaissances scientifiques. Donc nous essayons d'aider les chercheurs, les auteurs de nos rapports, en mobilisant les compétences, l'expertise de spécialistes de communication, comment communiquer visuellement le mieux possible avec des figures, comment communiquer quand on a des échanges avec le public. Et puis sur le rapport sur 1,5 degré, d'autres experts ont adapté nos conclusions, notre résumé pour décideurs, pour les décideurs urbains. C'est un travail du groupe C40 des grandes villes du monde, ou le travail fait par l'Office pour l'éducation au climat à Paris, une adaptation de notre rapport pour l'utiliser dans le cadre scolaire pour des enseignants. Donc ça fait partie des choses qui sont également importantes, parce que si nous faisons cette évaluation des connaissances scientifiques, mais que nous sommes incapables de les partager, ce travail, je pense, n'aura servi à rien. Alors ces rapports, ça demande un travail considérable. Ce sont les gouvernements qui décident, en session plénière, de préparer des rapports sur certaines thématiques. Donc c'est une co-construction entre les représentants de tous les pays du monde, qui ont bien sûr des agendas très différents, des positionnements géostratégiques très différents. Nous réunissons une centaine d'auteurs pour chaque rapport, pour un brainstorming d'une semaine, pour définir les points clés à aborder et la structure en chapitres. Cette phase-là, elle est vraiment importante, parce que ensuite, c'est sur la base de ces thématiques qu'on va faire des appels à auteurs et qu'on va sélectionner les auteurs. Donc, les auteurs vont être proposés par leur gouvernement, ils vont être proposés par des organisations internationales de recherche, ils vont être proposés également par les membres du bureau du GIEC, dont nous faisons partie. Nous sélectionnons les auteurs sur la base de leurs travaux scientifiques, de leur expertise, de leur capacité de synthèse, leur capacité à communiquer les résultats scientifiques. Nous cherchons à avoir des équipes diverses, des équipes avec des hommes et des femmes, des chercheurs plus seniors et des chercheurs plus juniors, des chercheurs qui ont une vue d'ensemble et des chercheurs très spécialisés sur certaines thématiques, et des chercheurs de toutes les régions du monde. Et je peux vous dire qu'en fait, cette expérience-là, c'est peut-être la chose la plus enrichissante dans le travail que l'on fait par rapport au GIEC, mais c'est aussi parfois délicat. Nous venons chacun avec des biais culturels, des biais inconscients, des difficultés parfois à avoir confiance en soi dans un cadre aussi international. Et donc pour cette réunion à Toulouse, on a aussi fait appel à des consultants qui nous aident à avoir une approche inclusive, participative, qui permettent à chacun, dans le travail de chaque chapitre, de se sentir en confiance et d'apporter toute son expertise pleinement. Alors les auteurs travaillent sur 4 réunions ensemble, et tout le reste, email, téléphone, visio, beaucoup.
il passe en revue la littérature scientifique, il rédige un premier brouillon. Ce premier brouillon est relu par la communauté scientifique qui fournit un ensemble de commentaires. Ces commentaires sont pris en compte, le texte est revu. Il y a une deuxième version qui passe en relecture par la communauté scientifique et les experts nommés par les gouvernements. De nouveau, il y a une révision des textes. Et puis, les éléments du rapport sont distillés, donc le travail dense et touffu de chaque chapitre, ça donne lieu à des résumés exécutifs, un résumé technique, et ensuite un résumé pour décideurs, un document d'une vingtaine de pages, qui fait l'objet d'une approbation, ligne par ligne et phrase par phrase, dans une session plénière où, au lieu d'avoir vous-même dans la salle, on a dans la salle des représentants de chaque gouvernement du monde. Ça va être des représentants des affaires étrangères, mais ils vont amener en fait des experts, des spécialistes, des questions liées aux thématiques du rapport. C'est la phase finale de ce processus de co-construction. Dans cette étape d'approbation, le dernier mot, il est aux auteurs. Est-ce que cette reformulation proposée par ce gouvernement est fidèle au contenu scientifique du rapport? Est-ce qu'elle est scientifiquement juste par rapport à votre évaluation? Est-ce qu'elle permet d'expliquer les choses plus clairement? C'est une étape qui est particulièrement dense, qui permet en fait de souvent clarifier l'expression des conclusions, d'éviter le jargon scientifique, d'apporter des précisions. Ça conduit assez souvent à allonger un peu les résumés pour décideurs parce que beaucoup de gouvernements cherchent à y trouver des informations qui sont pertinentes pour leur contexte, pour leur région, pour leur pays. Et à la fin, le rapport est publié. Donc, je montre en fait la relation exacte entre les coprésidents des groupes de travail et les auteurs. Nous sommes à leur service. Nous sommes là pour les aider à préparer leur rapport. Et dans la phase finale d'élaboration des conclusions devant les gouvernements, nous sommes là pour les aider à ce qu'ils formulent eux-mêmes la conclusion du rapport. Et le dernier mot, il est aux auteurs dans cette étape-là. On a cet échange particulièrement dense et stimulant avec les représentants de différents pays qui est facilité par parfois les vice-présidents des groupes de travail, parfois des représentants des pays, et qui permet justement d'avoir deux choses, des résumés qui soient clairs sans ambiguïté, qui reflètent la science de l'évaluation, mais aussi on fait monter le niveau de compréhension des représentants des différents pays sur toutes les questions liées au changement climatique en faisant cette étape-là d'échange particulièrement dense. Il y a un petit côté émotionnel quand c'est fini. Certains reconnaîtront peut-être un auteur spécialiste de la question de la réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole et une vice-présidente brésilienne du GIEC qui se réjouissent d'une approbation qui s'est faite pour notre dernier rapport au mois d'août de manière laborieuse, lente, mais avec dans la salle et parmi les représentants de tous les différents pays une gravité par rapport aux enjeux abordés dans ce rapport-là. Donc nous sommes au milieu de ce cycle, en fait, pour le rapport sur les bases physiques du changement climatique. Vous avez les auteurs qui ont dévoué beaucoup de temps au travail qui est engagé ici, avec une étape intermédiaire. Donc pour ce rapport du groupe 1 sur les bases physiques, nous avons à Toulouse 230 auteurs de 62 pays. Nous ne savons pas encore combien au total il y aura de contributeurs. Ils vont en ajouter pour faire face aux phases suivantes de l'évaluation. Nous avons déjà eu 750 relecteurs sur le premier round qui ont fourni plus de 23 000 commentaires. Et cette semaine, les auteurs ont considéré à la fois ces 23 000 commentaires, mais aussi la littérature scientifique la plus récente, de sorte à l'intégrer dans la révision de l'évaluation qu'ils sont en train de rédiger et qui repartira en relecture le 12 janvier. Donc c'est une étape dans un marathon, je dirais. Un marathon avec de temps en temps des phases d'accélération quand ces différentes versions de textes partent en relecture. Alors le rapport qui est en train d'être préparé ici à Toulouse, il a une structure complètement différente des précédents rapports sur les bases physiques du changement climatique. Il y a un chapitre qui pose en fait les méthodes de l'évaluation, mais aussi la manière dont cette évaluation va s'intégrer avec les rapports spéciaux qui ont déjà été faits, et aussi avec les rapports sur les impacts et sur l'atténuation, parce qu'on pense vraiment cette évaluation dans ce continuum de risques et de solutions. 3 chapitres sur les indicateurs globaux de l'état du climat, qu'est-ce qui est observé, l'influence de l'homme sur le climat à l'échelle planétaire, et enfin les projections à court, moyen et long terme. Que peut-on dire sur les décennies à venir? Que peut-on dire sur la fin de ce siècle et sur les siècles suivants en fonction des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre? La deuxième partie de notre évaluation, elle porte sur la compréhension des mécanismes. Qu'est-ce qui façonne le fonctionnement du cycle global du carbone?
Quelle est la perturbation humaine sur ce cycle du carbone? Quelles sont les rétroactions entre le climat et le cycle du carbone qui vont façonner les évolutions futures, mais aussi les enjeux sur la végétation ou les écosystèmes marins? Que peut-on dire sur l'interaction climat et qualité de l'air à travers des composés à courte durée de vie qui ont à la fois un effet sur le climat, mais également sur la chimie atmosphérique et la qualité de l'air, en particulier autour des grands centres urbains partout? Quelles sont les nouvelles connaissances sur le bilan d'énergie de la Terre, les mécanismes de rétroaction dans le climat, et une des métriques clés qui mesure la manière dont le système climatique et la température à la surface de la Terre réagit lorsqu'on ajoute des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, la sensibilité du climat. Il y aura des résultats nouveaux de ce point de vue-là dans ce rapport. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le cycle de l'eau, le fonctionnement du cycle de l'eau? Les dimensions à la fois liées à l'énergétique de la Terre, mais aussi les dimensions liées à la dynamique à grande échelle de l'atmosphère et de l'océan. Une mise à jour sur ce qu'on comprend par rapport à l'océan, aux glaces, leur fonctionnement, leur contribution au fonctionnement du climat au niveau planétaire, mais aussi au niveau régional, et leurs implications sur l'évolution du niveau des mers. Et puis enfin, on a un ensemble de chapitres qui sont construits autour de l'information climatique régionale, donc sur la base de la compréhension planétaire, sur la base de la compréhension bien sûr également de ces grands mécanismes. Quelles sont les méthodes qui permettent de lier l'information globale et régionale? Quel est l'état des connaissances le plus fin sur les événements extrêmes dans un climat qui change? Et quelle information climatique nous pouvons fournir pour l'évaluation d'impacts régionaux, pour l'évaluation de risques, de sorte à permettre une intégration avec l'analyse des vulnérabilités, des expositions, dans le cadre d'un cadre d'analyse complet de risques dans l'ensemble des rapports. Et on aura un atlas interactif de l'information climatique régionale, combinant simulation régionale, simulation globale, ce qui est un élément également nouveau de l'évaluation que nous faisons. Comment contribuer? Il y a certainement des chercheurs dans la salle. La première manière de contribuer, c'est de publier des connaissances nouvelles. Ce rapport passera en revue des articles soumis avant le 31 décembre de cette année et acceptés pour publication avant le 30 septembre 2020. Contribuer dans les prochaines étapes de relecture, donc au printemps de l'année prochaine, c'est également la deuxième manière de contribuer à cette évaluation. Et enfin, je termine en reprenant l'image du début, l'image avec ces barres verticales, une année, une barre, et puis le changement de couleur en fonction du niveau de réchauffement. Et c'est un travail qui a été fait en visualisation de données par des non-spécialistes du climat, en l'occurrence, qui essaie finalement de mettre ensemble différents futurs plausibles, donc différents scénarios socio-économiques, différentes trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre, et différents types d'évolutions à venir du climat à l'échelle planétaire, des scénarios de stabilisation dans la deuxième moitié de ce siècle, si les émissions mondiales de gaz à effet de serre diminuent fortement, rapidement, pour être net zéro pour le dioxyde de carbone, ou des scénarios d'accélération du réchauffement d'ici à la fin de ce siècle, dans les scénarios où les émissions mondiales de gaz à effet de serre stagnent ou continuent à augmenter. Voilà, donc j'espère vous avoir permis de cerner ce qu'est ce travail d'évaluation qui est très particulier de l'état des connaissances et à quel point le travail des auteurs du monde entier qui sont présents cette semaine à Toulouse est important dans le fait de fournir à la société une information sur le climat la plus juste possible, dans un monde où il est difficile parfois d'avoir de la place pour l'information scientifique précise. Je vous remercie. Merci beaucoup Valérie. Je savais que c'était difficile, un quart d'heure. Donc sans plus attendre, Sonia Sénéviratné, s'il te plaît, pour la suite. Vous voyez, les climatologues ont la conviction chevillée au corps et la foi, et donc forcément il faut un peu de temps. Oui, bonsoir. Donc, je suis suisse. J'habite en fait à Zurich. Ma langue maternelle est le français, mais j'ai pas souvent l'habitude de donner des présentations en français, donc ce sera peut-être un peu moins fluide que pour Valérie, je vous avertis. Donc, mon sujet, c'est les extrêmes climatiques. Et donc, c'est en fait le sujet que nous sommes en train d'évaluer avec donc notre équipe sur le chapitre que nous évaluons donc dans le rapport du GIEC, qui est en fait la raison pour laquelle nous sommes ici à Toulouse.
Je vais dire donc quelques mots sur les extrêmes climatiques, comment ils sont reliés au changement climatique. Et peut-être le message principal, c'est que le changement climatique a lieu maintenant. Il ne s'agit pas seulement d'une réalité qui aura lieu dans le futur, donc ça a lieu maintenant. Les extrêmes climatiques sont le meilleur signal qui nous montre en fait qu'il y a des gros dangers qui sont associés avec ce réchauffement climatique. Pour illustrer ça, je montre des événements extrêmes récents qui ont lieu en 2018 et 2019. Vous voyez par exemple les feux de forêt qui ont lieu en Suède. D'ailleurs, c'était, je crois, une des motivations pour l'action de Greta Thunberg dont vous avez probablement entendu parler, parce que justement, je crois que c'était très effrayant. Donc, ces incendies qui ont lieu dans ce pays. Mais le même été, en fait, il y a eu de nombreux extrêmes dans tout l'hémisphère nord. Il y avait aussi une canicule au Japon. De nombreuses personnes sont décédées, ce qui montre que même dans un pays développé, en fait, une canicule, c'est pas anodin. On peut en mourir. Et par ailleurs, par exemple, en Californie, il y a eu des feux de forêt très importants, là aussi, avec des personnes qui sont décédées. Également, en 2018, il y a aussi une canicule au Canada qui a aussi induit de nombreux décès. Et en fait, bon, je ne vais pas montrer les détails, mais une étude a récemment montré qu'on peut voir que, en fait, l'ensemble de ces événements n'auraient pas pu avoir lieu tous ensemble le même été sans l'influence du changement climatique. Mais aussi cet été, nous avons eu des extrêmes, d'ailleurs particulièrement en France. Par exemple, là, je vous montre les extrêmes qui ont eu lieu en juin, entre autres dans la région. En fait, c'était un peu ironique. J'étais aussi déjà à Toulouse à l'époque, et parce qu'on avait une réunion sur les changements d'extrêmes climatiques, donc une réunion de statistiques. Et le jour même, au fait, où ces extrêmes étaient en train d'être dépassés, j'étais dans le train en direction de la Suisse. Et donc, je peux vous dire qu'on sentait vraiment la canicule dans le train également. Voilà. Et puis, donc, juste récemment, vous avez certainement entendu parler des feux de forêt en Amazonie. Donc, bien sûr, en partie, c'est dû à la déforestation. Par ailleurs, des conditions plus sèches ou plus chaudes peuvent aussi induire un plus gros risque de feux de forêt. Vous avez probablement aussi entendu parler donc, des extrêmes. Vous avez vu, si on regarde ça à l'échelle mensuelle, le mois de juillet 2019, donc juste le mois passé, a été le mois de juillet le plus chaud jamais mesuré globalement. Donc, si on prend la moyenne sur l'ensemble de ce mois, il n'y a jamais eu un mois en fait qui était plus chaud que ce mois-là. Il y a eu de nombreux extrêmes climatiques dans tout le monde entier, des canicules, mais aussi une très forte fonte des glaces, par exemple en Arctique et par ailleurs aussi en Antarctique. Et bien sûr, vous savez aussi que nous avions des conditions extrêmes en France également. Je vais vous présenter des résultats récemment en fait de Météo France, de l'IPSL, et auxquels on a aussi participé. Là, c'est pour juste illustrer les anomalies de température. Qu'est-ce que ça signifie finalement? Parce que quand on parle de la moyenne globale, là, on voit qu'en fait, en moyenne, on avait à peu près 1 degré de réchauffement. En fait, en moyenne, ça c'est une des conclusions du rapport du GIEC sur le réchauffement à 1,5, c'est que déjà maintenant, on a un réchauffement de 1 degré. Donc, on est à peu près à 2/3 d'un réchauffement de 1,5 qui est l'objectif, un principe de Paris, donc de ne pas dépasser ce réchauffement de 1,5 si possible. Ce qu'on voit, en fait, c'est le réchauffement est beaucoup plus important sur les surfaces continentales. Donc, vous voyez le chiffre à droite, c'est à peu près 1 degré, c'est le réchauffement moyen durant ce mois de juillet. Mais vous voyez que vous avez en fait des températures très importantes sur les continents, entre autres, par exemple, en France, avec à peu près 2 degrés. Et donc, ça montre que peut-être le fait de parler toujours de température moyenne globale peut sembler peut-être un peu diminuer en fait l'impact de ces températures, parce que nous avons souvent des extrêmes climatiques qui ont tendance à être beaucoup plus élevés en termes d'anomalies par rapport en fait à la moyenne globale. Pour illustrer ça, je vous montre aussi en fait des résultats d'un rapport du GIEC récent sur les terres que Valérie a aussi mentionné. Je ne sais pas si je peux vous montrer avec le pointer. Ah si, ça marche, voilà. Donc là, vous voyez en fait le réchauffement moyen sur l'ensemble de la surface terrestre. Donc comme je l'ai mentionné, nous savons que nous avons déjà à peu près 1 degré de réchauffement. Mais si vous regardez seulement le réchauffement moyen sur les terres, en fait, nous avons déjà à peu près 50% de plus de réchauffement. Donc là, on est à peu près à 1,5 degré. Et c'est pour ça que souvent, lorsque nous avons des anomalies durant des événements extrêmes, elles ont tendance à être beaucoup plus élevées que ces réchauffements moyens. Là, juste pour expliquer, ça c'est une étude de notre groupe qui montre en fait que, de nouveau, donc, quand on regarde le réchauffement global,
le réchauffement régional peut être beaucoup plus élevé. Ici, c'est pour la Méditerranée, donc ça inclut Toulouse. Vous voyez qu'ici, à 1,5 degré, donc si on arrive à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, ce qui est vraiment un objectif ambitieux, mais c'est possible, encore réalisable, Roland en parlera, vous voyez qu'en fait, on aurait un réchauffement beaucoup plus élevé en Méditerranée pour les températures extrêmes, en moyenne un peu plus de 2 degrés, mais peut-être même jusqu'à 3 degrés, suivant le modèle qu'on considère. Donc on a un réchauffement qui est généralement beaucoup plus important sur les continents, et en particulier pour les événements extrêmes. Maintenant, donc, je voulais aussi parler des impacts, parce qu'il s'agissait aussi de discuter donc, de la dimension plus importante des impacts sur les différents écosystèmes, aussi sur les personnes. Donc là, c'est aussi des conclusions en fait, du rapport sur les terres. Vous voyez les risques de feu, donc on a beaucoup parlé des feux de forêt. En fait, il y a eu récemment une évaluation de ce risque, à quel point il est associé au réchauffement climatique. C'est des conclusions très récentes. Donc, ils montrent les risques de feu pour différents niveaux de réchauffement global climatique. Vous voyez qu'ici, maintenant, à 1 degré, donc en jaune, ça indique en fait des risques à peu près moyens. Donc, on a commencé à arriver dans une zone à risque. On voit qu'avant, ce n'était pas le cas. Et en fait, si on passe au-dessus d'un 1,5 degré, on va arriver dans une zone, disons, avec des risques importants, alors que là, pour l'instant, on est seulement des risques moyens. Ici, on voit à peu près à ce niveau-là qu'on aurait une augmentation à peu près de 50% de la surface qui est brûlée en Méditerranée. Donc, il sera vraiment des impacts importants dans cette région. Après, si on va encore plus haut, ça commence à devenir très important avec des possibilités d'impact qui sont irréversibles. Pour venir aux conclusions du GIEC sur le réchauffement climatique à 1,5, on voit que pour certains systèmes, c'est déjà devenu critique maintenant. Par exemple, si on regarde les coraux, en fait, nous sommes ici à 1 degré. Donc, on a déjà dépassé la zone de risque modéré. On est déjà dans la zone, en fait, des risques importants. Et on est tout près de cette zone violette où on commence à arriver aux dommages irréversibles, où on peut peut-être, par exemple, avoir une extinction des espèces. Pour la région arctique, vous voyez aussi qu'on a des transitions importantes déjà à partir à peu près du réchauffement que nous avons actuellement, et en particulier après 1,5 degré. Donc c'est pour montrer qu'on peut aussi relier ces changements, par exemple, d'extrêmes climatiques. Dans le cas des coraux, c'est aussi les canicules marines qui ont après des impacts importants sur les coraux. Maintenant, pour revenir en fait aux conclusions du rapport du GIEC sur le réchauffement climatique à 1,5 et 2 degrés auquel j'étais aussi impliquée, quels sont les impacts extrêmes qu'une limite de 1,5 degré nous permettrait d'éviter par rapport à 2 degrés? Et je pense que c'est un message important, ça montre pourquoi ça vaudrait la peine en fait de limiter le réchauffement climatique à seulement 1,5 degré, qui est malgré tout encore plus que ce que nous avons maintenant. Donc nous aurions une augmentation des températures extrêmes dans la plupart des régions habitées du monde, supplémentaires à 2 degrés par rapport à 1,5. Nous aurions des précipitations plus intenses dans de nombreuses régions. Il y aura aussi plus de risques de sécheresse dans certaines régions. Et ce qui est aussi particulièrement important, dans des dommages irréversibles, qui incluent par exemple une augmentation du niveau de la mer supplémentaire, une extinction de certaines espèces végétales et animales, par exemple les coraux. Donc, en fait, les conclusions du rapport du GIEC sur le réchauffement climatique à 1,5 a montré que déjà maintenant, nous avons des impacts importants. À 1,5, ce sera encore plus important, on aura beaucoup plus d'impacts, mais si on arrive à limiter le réchauffement à 1,5, ça nous permet d'éviter de nombreux impacts et de nombreux risques. Là, je voulais juste dire encore quelques mots sur la canicule de juillet 2019. Ce sont des slides que j'ai reçus de Météo France pour donner un peu le contexte local. Donc, fin juillet, nous avons des températures très importantes. Je ne sais pas qui était ici ou qui était en vacances, mais il y a eu certainement des très grosses anomalies de température dans de nombreuses villes françaises, par exemple à Paris, avec plus de 42 degrés. Et en fait, la journée la plus chaude en France a été mesurée aussi durant cette canicule. C'était le 25 juillet 2019. Donc, voyons que vous avez eu des températures très importantes. Là, l'exemple, c'était que la température qui a été mesurée à Paris était l'équivalent d'un après-midi normal en juillet à Bagdad, en Irak. Donc, il y a une étude pour évaluer la contribution humaine à la probabilité d'un événement similaire qui a été fait par l'organisation qui s'appelle en anglais World Weather Attribution. Ça a été en fait par des chercheurs ici, aussi incluant donc des chercheurs de Météo France, de l'IPSL. Notre groupe a aussi été impliqué. Et les conclusions, c'était que
en fait, la fréquence d'événements similaires à celui qui a eu lieu en mois de juillet a été multipliée par au moins un facteur de 10 par rapport à 1900 et que l'intensité a augmenté d'à peu près 1,5 à 3 degrés donc durant cet été 2019 par rapport à 1900. Ça veut dire que nous voyons déjà maintenant vraiment des changements substantiels qui sont dus au changement climatique. Donc, dans un climat qui n'aurait pas été modifié par les émissions humaines, cette canicule aurait été quasi improbable et à peu près 1,5 ou 3 degrés moins chaude. Donc, j'arrive aux conclusions. Les émissions humaines de gaz à effet de serre, je pense que c'est important de dire quelle est la source de ces changements, qui sont donc principalement dus à l'utilisation d'énergies fossiles, que ce soit le pétrole, le charbon, le gaz, par exemple. Induisent une augmentation de nombreux extrêmes climatiques, en plus du réchauffement global. Donc on ne parle pas seulement du réchauffement global, bien sûr, la température de la Terre en moyenne augmente, mais nous avons de nombreux extrêmes climatiques qui sont associés à ce réchauffement global. Dans les terres habitées, nous avons un réchauffement qui est plus important qu'en moyenne globale, avec des facteurs d'à peu près 2 à 3 fois plus importants. Le respect de l'accord de Paris, et en particulier la limitation du réchauffement global à peu près 1,5 degré, permet d'éviter de nombreux impacts supplémentaires. Donc ça vaut la peine, certainement, de pouvoir maintenir cet objectif, parce que sinon on arrive dans une zone où on aurait aussi un certain nombre de dommages irréversibles. Et peut-être la dernière conclusion, comme mentionné au début, le réchauffement climatique a lieu ici et maintenant, et seule une action immédiate peut nous éviter de dépasser le seuil des 1,5 degrés. Merci. Merci beaucoup. Le bilan est connu sans doute de nombre d'entre vous, mais les événements récents et les événements qui s'accumulent ne font que le confirmer, le consolider, l'approfondir. Et dans tous les compartiments terrestres, dans tous les secteurs, dans tous les domaines, on voit les choses s'amplifier et augmenter. En particulier, la fonte de l'Antarctique, il y a quelques années, a été discutée. Aujourd'hui, c'est avéré. Je crois que ça fait partie d'éléments qui sont saillants, en plus de ceux que tu as cités. C'est vraiment des faits de ce type-là qui nous frappent aujourd'hui. Alors, on va terminer la séquence d'exposés avec Roland Seferian. Et ensuite, on passera à une heure environ d'échanges, de questions, de réponses avec les différents auteurs qui sont présents dans la salle après l'exposé de Roland. Merci Philippe. Je te laisse prendre ta planche. On va essayer avec PowerPoint. Ok. Bon, bonsoir à tous. J'ai la lourde tâche de finir cet exposé avec une présentation dont le titre m'a été imposé en revenant de vacances. Donc, pour avoir participé à la réunion de cadrage, je peux vous dire que ce n'est pas le genre de titre qu'on pourrait utiliser dans un rapport du GIEC. Voilà. Peut-on limiter le réchauffement climatique à un réchauffement global 1,5 ? Je suis sportif dans l'âme, compétiteur, donc je vais prendre le challenge et essayer de vous donner quelques résultats en rapport avec ce rapport, mais aussi d'autres éléments étayant cette question. Et je ne répondrai pas à l'issue de la présentation à la question, je vous laisserai le faire. Voilà. Donc la première question, et ça pour le coup c'est quelque chose que l'on retrouve dans le rapport spécial 1.5, dans les questions posées fréquemment, comment définissons la faisabilité ? Peut-on limiter le réchauffement climatique à 1.5 ? Vous posez cette question-là à des scientifiques. La première question, c'est, ils vont vous dire comment on la définit, cette faisabilité. Donc, dans les questions fréquemment posées, pour la faisabilité, la matrice qui nous a permis d'évaluer la question de la faisabilité dans les différents auteurs ayant participé au rapport du GIEC peut se décliner de la manière suivante. On a évalué une faisabilité environnementale, faisabilité technologique, est-ce qu'on dispose des technologies aujourd'hui pour le faire? Faisabilité économique, quels sont les leviers financiers, les trade-offs ou les blocages que l'économie liée à l'économie de l'environnement peut poser? La faisabilité sociale et culturelle, qu'on appelle communément l'acceptabilité, faisabilité institutionnelle et faisabilité géophysique. Et donc pour faire un clin d'œil aujourd'hui au groupe 1, c'est-à-dire les experts travaillant sur les bases physiques et chimiques du changement climatique, je ne vous parlerai uniquement que des bases géophysiques, des bases environnementales et des bases technologiques.
je laisse à mes collègues économistes et politologues discuter les autres questions de faisabilité. Donc, je vais commencer par vous présenter la contrainte géophysique qui est vraiment celle qui s'appuie, comme Valérie l'a présenté, sur un savoir qui date d'à peu près une cinquantaine d'années et qui fait écho aux travaux de Charnay sur le lien entre le réchauffement global et les émissions de dioxyde de carbone. Donc je vais vous présenter cette figure. Alors, forcément un problème de version d'ordinateur et de logiciel d'affichage. Vous ne voyez pas tout, mais en gros, ce qu'il faut retenir de cette figure, c'est deux choses. Première chose, l'axe des abscisses représente les émissions cumulées en milliards de tonnes de CO2 par cumulées au cours de l'ère industrielle. Donc là, la référence est 1876. Et on retrouve sur l'axe des ordonnées le changement, le réchauffement global par rapport à la période 1850-1900 qui est considérée couramment dans les rapports de la sixième phase d'écriture des rapports du GIEC comme la période pré-industrielle. Et donc là, on retrouve en fait à la fois des résultats de modèles, représentés en traits épais, qui ont été utilisés dans le 5e rapport du GIEC, mais on retrouve également des observations ici, qui viennent à la fois des mesures observées sur la surface du globe, mais des émissions comptabilisées par les pays et collectées dans des initiatives telles que le budget global de carbone. Et donc on voit qu'on a une propriété émergente, et on n'apprend rien de nouveau par rapport à ce que Charnay nous expliquait dans son premier rapport, on a une propriété émergente qui nous permet de lier cette quantité de carbone émis dans l'atmosphère par rapport au réchauffement global. Et on a cette propriété quasiment linéaire qui nous permet de relier en fait un objectif en température à une quantité de CO2 que l'on peut émettre. Et donc on retrouve par ce biais-là cette relation pour 1,5. Donc c'est notre relation quasi-linéaire. Donc on a ce seuil en température, on ne veut pas dépasser 1,5 degré, et on a la quantité totale d'émissions de carbone que l'on peut émettre dans l'atmosphère. Et donc on appelle, dans le jargon, on appelle ça budget carbone ou quota carbone, et c'est une quantité qui est définie par des lois physiques et chimiques dans le système climatique. C'est-à-dire c'est la limite ultime. On ne pourra pas la violer, ça veut dire que si on dépasse cette quantité-là, on est conduit inéluctablement à dépasser ce seuil en température. Donc quelque chose qui est très bien, c'est que depuis l'ère industrielle, en lien avec notre activité économique, on connaît avec une précision qui est relativement bonne la quantité totale d'émissions de carbone qui ont été émises dans l'atmosphère par les activités humaines. Et on sait aujourd'hui, par des initiatives, encore une fois, que je vais citer, comme le Global Carbon Project, on connaît les émissions totales cumulées en milliards de tonnes de CO2. On sait qu'en 2017, donc c'est des chiffres du rapport 1.5, on sait qu'on a émis dans l'atmosphère 2200 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Et donc on sait, par ce biais-là, que la limite ultime pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, ayant consommé cette quantité-là, notre marge de manœuvre se retrouve, le budget restant, pour limiter le réchauffement climatique en deçà d'1,5 degré avec une chance sur deux, se retrouve à 580 milliards de tonnes de CO2. Donc en gros, cette propriété émergente, cette propriété caractéristique du système climatique, nous donne notre marge de manœuvre de 2017 jusqu'à des temps illimité, 2100, 2300, 2500, 2600, pour rester en deçà d'1,5 degré. Donc maintenant qu'on sait le point initial et qu'on a la contrainte finale, on peut imaginer plein de manières de raconter l'histoire. Et c'est des choses qu'on a essayé de faire dans le rapport 1.5. Et donc la manière de raconter l'histoire, d'un point de vue émission, c'est de parler de trajectoire. On connaît le point initial, la contrainte finale, on peut faire plein de courbes pour essayer de calculer les émissions, mais malheureusement, même dans un ensemble d'opportunités, on a des contraintes. Donc là, je vous présente les courbes, ici, qui représentent les fameuses trajectoires d'émissions. Et donc, les unités sont en milliards de tonnes de CO2. Donc on voit bien ici les 40 milliards de tonnes que l'on émet aujourd'hui de fait de nos activités, en 2010 jusqu'à 2100. On voit cette sorte de chute d'eau qui est en fait la trajectoire des émissions qui sont, elles, toutes compatibles avec un réchauffement climatique limitant le réchauffement en deçà d'1,5 degré. Et donc on s'aperçoit qu'elles ont des caractéristiques assez communes. On voit bien évidemment que certaines sont plus infléchies que d'autres, certaines prévoient un déclin plus tard que d'autres, mais néanmoins elles ont des caractéristiques communes. Et je vais vous les lister. Les premières caractéristiques, c'est un abattement des émissions de quasiment 45%, voire 50%, de nos émissions actuelles, des émissions en 2030 par rapport à nos émissions actuelles.
En gros, on émet 40 milliards de tonnes en 2010, il faudra en émettre 20 milliards de tonnes en 2030. Maintenant, si on met en regard ce niveau d'émission par rapport au point de passage de l'accord de Paris, parce que l'accord de Paris n'est pas une quantité totale d'émissions de CO2, c'est juste un flux, une quantité, un point de passage, donc ce n'est pas une trajectoire, on voit que l'accord de Paris est très au-deçà des trajectoires qui sont dites compatibles par rapport à une limite de réchauffement à 1,5 degré. Donc c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est une caractéristique qui est très importante, c'est le concept de neutralité carbone. C'est en gros à quel moment ces trajectoires d'émissions vont couper l'axe des abscisses, 0. À quel moment les émissions nettes de dioxyde de carbone liées aux activités humaines vont atteindre ce 0. Et on voit une caractéristique très importante qui émerge de cet ensemble de trajectoires qu'on a pu évaluer dans le rapport 1.5, c'est d'atteindre cette neutralité carbone en milieu de siècle, à l'horizon 2050, et cet horizon est repoussé plus tard, à l'horizon de 2075, pour limiter le réchauffement climatique en deçà de 2 degrés. Et donc, c'est important d'avoir en tête que l'issue de ce rapport, 1.5, est en fait le fruit de plusieurs conférences des parties, et l'objectif de limiter le réchauffement climatique en deçà de 2 degrés, on le voit apparaître dans les textes datant de Kyoto. Donc c'est vraiment un temps, ça a pris du temps de mettre tout ça en place, et de mettre en place ce fameux point de passage de l'accord de Paris. Et néanmoins, le travail des auteurs de travailler sur le concept de neutralité carbone est un point très important, parce qu'à la différence des émissions totales, où se pose le problème de comment partager les émissions, ou le problème de la température globale, comme Sonia l'a présenté, limitée à 1,5 degré, confrontée aux canicules. Certains pays ont des intérêts aussi à voir le réchauffement s'amplifier par rapport à leur couvert en glacé. Là, on voit très bien que le concept de neutralité carbone est un concept qui peut s'appliquer à toutes les échelles de notre société, que ce soit au niveau global, au niveau régional, comme l'Europe, au niveau national, comme la France, au niveau territorial, comme l'Occitanie, voire même au niveau d'une ville comme Toulouse. Et à ce moment-là, c'est une somme de contributions locales qui va développer la mitigation ou l'atténuation globale. Donc c'est quelque chose, c'est un résultat qui est très fort. Donc pour essayer de comprendre un petit peu ces différentes trajectoires, je vais vous détailler en particulier des scénarios caractéristiques qui permettent de raconter l'histoire. C'est-à-dire que là, je vous ai présenté les grandes caractéristiques. Maintenant, on va raconter l'histoire et mettre au regard les objectifs par rapport à des technologies. Donc, pour détailler ces différents archétypes, je vais avoir besoin de 2 grandes familles de techniques. D'abord, celle qu'on connaît le mieux, c'est-à-dire l'utilisation de carburants fossiles et l'industrie. Donc c'est représenté en gris dans les courbes que vous verrez précédemment, et c'est présenté par un petit schéma qui est très simple. On voit le système Terre avec l'atmosphère en bleu, les surfaces continentales en vert, l'océan en violet, c'est pas moi qui ai choisi la couleur, et le réservoir géologique en marron. Et l'action de prélever du carburant fossile dans le réservoir géologique et de l'utiliser pour notre croissance macroéconomique ou pour notre industrie revient à prélever du carbone du réservoir géologique et de le mettre dans l'atmosphère, pour satisfaire des objectifs compatibles avec un réchauffement climatique à 1,5 degré ou 2 degrés. Il est nécessaire de faire appel à des solutions qui ont été évaluées en détail dans le rapport que Valérie et Sonia ont présenté, qui est sur l'usage des terres et le changement climatique. Et donc, en particulier, on a une famille de techniques qui s'appelle les BECS, donc qui est la contraction de deux familles de techniques, la biomasse-énergie d'une part, et la séquestration de carbone d'autre part. Et donc vous contractez les deux, vous obtenez BECS. Et il y a une autre famille de techniques qui est l'AFOLU, donc on va dire l'afforestation. Vous plantez plus de forêts, de couverts forestiers que ce qu'il y en avait à l'époque pré-industrielle, et tout ce qui est lié à l'agriculture orientée climat. Et c'est par exemple ce que notre ancien ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, avait promu à l'issue de la COP21, donc c'est l'initiative 4 pour 1000, par exemple, stocker du carbone dans les sols. Et donc on voit par les mêmes schémas le principe, c'est-à-dire que pour les BECS, on va retirer du dioxyde de carbone en stimulant le puits de carbone des surfaces continentales, par exemple en plantant des cultures de bioénergie type colza ou autres cultivars. On utilise cette biomasse produite par les végétaux pour en tirer de l'énergie, on les brûle dans des centrales spécifiques, et à la sortie de la centrale,
on séquestre par un dispositif technologique, on séquestre ce dioxyde de carbone et on l'enfouit dans le réservoir géologique. L'agroforesterie est beaucoup plus simple parce qu'elle revient simplement à stimuler le puits de carbone des surfaces continentales et stocker le carbone qui est présent dans l'atmosphère dans les surfaces continentales. Donc maintenant qu'on a ce panel de problèmes et de solutions, on va voir comment ça se décline dans les différents archétypes. Et donc là, il y a 4 grands archétypes qu'on a utilisés dans le rapport. Et j'ai essayé de vous donner une traduction personnelle des différents titres donnés en anglais. On a un scénario dit P1, qui est un scénario de faible demande énergétique, et c'est sans doute le plus strict, c'est-à-dire on voit un abattement extrêmement important et extrêmement fort et abrupt des émissions liées à l'utilisation de carburants fossiles et d'industrie. Ça suppose une pénétration très importante de tout ce qui est énergie renouvelable ou nucléaire dans notre mix énergétique. On a un scénario de développement soutenable qui est, on va dire, un petit peu moins strict que le scénario de faible demande énergétique et qui fait apparaître dans le mix de solutions l'utilisation de techniques type biomasse-énergie avec séquestration de carbone. On a le scénario avec le plus de caractéristiques historiques, ça veut dire que c'est le scénario qui projette la continuation de l'économie d'après-guerre, et c'est vraiment celui qui suit les caractéristiques actuelles. Et après, on a un scénario d'aggravement, un scénario dans lequel notre dépendance aux énergies fossiles va s'amplifier dans les années à venir. Et on voit très bien que selon si on se situe dans un scénario de faible demande énergétique, on peut arriver à limiter ou à neutraliser nos émissions juste en ayant besoin de techniques d'afforestation et d'agriculture orientée climat, tandis que pour tous les autres scénarios, on fait un pari sur la disponibilité de solutions technologiques type BECCS dans les années à venir. En plus de tout ça, donc je ne fais que répéter les grandes conclusions du rapport, mais on a besoin de transition dans tous les systèmes, que ce soit dans l'énergie, l'agroforesterie, je viens d'en parler, également les villes, l'industrie et nos infrastructures. Je vais parler des infrastructures par la suite, ce qui s'accompagne de fortes baisses d'émissions dans tous les secteurs, qui demandent une large palette de technologies, et également, ça s'accompagne avec des forts changements de nos comportements, et notamment tout ce qui est transport, diète alimentaire, avec des augmentations des investissements dans les options bas carbone, et surtout des désinvestissements dans les options fortement émettrices de dioxyde de carbone. Donc voilà, maintenant, où en sommes-nous? Donc je vous présente une figure issue du Global Carbon Budget de 2018. Donc c'est des chiffres qu'on revoit chaque année et de manière rétrospective. Ça veut dire que les chiffres de cette année traiteront le budget de 2018 avec une projection de 2019. C'est pour ça que vous ne verrez pas de chiffres de 2019. Donc on retrouve sur cette figure, en milliards de tonnes de CO2 des années 2000 jusqu'à 2100, les émissions de CO2 liées à l'utilisation de carburants fossiles, et aussi incluant tout ce qui est BECCS. On retrouve ici en noir les observations ou les cadastres d'émissions tels qu'ils ont été reportés, avec la projection en 2018 représentée en rouge. Et en bleuté, on a les trajectoires, quelques trajectoires compatibles avec 1,5 degré. Et ce qu'on voit sur cette figure, c'est que même si les trajectoires actuelles restent dans l'enveloppe des trajectoires compatibles avec 1,5 degré, elles se situent dans la fourchette haute et elles continuent à augmenter. Maintenant, si on décompose ces émissions globales en grandes régions, en grands émetteurs, donc là, toujours issues des figures du Global Carbon Budget, j'ai décomposé avec les grands émetteurs que sont la Chine, les États-Unis, l'Europe des 28, l'Inde et le reste du monde. Et ce qu'on voit, c'est que, sans doute confondu avec la barre d'incertitude sur les émissions et la décomposition régionale, l'Europe semble stagner malgré une légère diminution. Les États-Unis reprennent une légère croissance avec une reprise de la combustion de charbon. La Chine et l'Inde ont besoin d'utiliser du charbon et du pétrole pour alimenter leur économie et continuer à croître. Donc c'est pour ça qu'on voit une augmentation des émissions de ces deux pays. Et le reste du monde continue à croître avec un taux qui est qui croît de manière quasiment linéaire depuis les années 2000. Donc on continue à émettre toujours autant et à peu près au même rythme. Voilà. Un autre
une piqûre de rappel par rapport à tous les messages d'urgence, par rapport à l'action immédiate. Donc, dans les médias, on a beaucoup parlé d'un des articles liés à la reforestation globale et l'effet que ça pouvait avoir. Mais en même temps, il y a eu un article très pertinent et très important qui est lié à la manière dont nos infrastructures, c'est-à-dire les moyens de production, les moyens de transport et nos habitations, peuvent nous engager à continuer d'émettre. Donc là, les auteurs, donc c'est un papier de 2019 publié dans Science, Tong et al., qui montre, qui s'adresse, alors je vais utiliser un terme anglais, mais c'est le infrastructure commitment. En gros, c'est comment nos infrastructures vont nous engager à émettre une telle quantité de CO2. Donc ce qu'il y a à retenir, c'est une figure qui est quand même compliquée, mais je vais vous expliquer brièvement. Ce qu'on voit, c'est que c'est la quantité d'émissions de CO2 que je vous ai présentée précédemment, c'est la période historique. Les auteurs de cette étude nous disent, si on arrête aujourd'hui de construire quoi que ce soit, la manière dont nos infrastructures fonctionnent et la manière dont on va les abandonner petit à petit vont nous amener inéluctablement, juste parce qu'elles existent, vont nous amener à consommer cette partie-là des émissions. Donc en gros, ce qu'ils nous disent, c'est que si jamais on veut avoir une chance de limiter le réchauffement climatique en deçà d'1,5 degré, compte tenu de nos infrastructures actuelles, on peut s'autoriser cette marge de manœuvre pour construire de nouvelles infrastructures, que ce soit des centrales énergétiques type charbon, pétrole, etc., construire des nouveaux aéroports ou construire des nouveaux bâtiments. Donc en gros, la marge de manœuvre, compte tenu des infrastructures actuelles, la marge de manœuvre est infime. Et là, en comparatif, c'est le développement infrastructurel qui est prévu par les différents scénarios qu'on a pu présenter auparavant. Donc en gros, ils nous amènent tous, compte tenu de la manière dont on gère nos infrastructures aujourd'hui, à dépasser le réchauffement à 1,5 degré. La conclusion de cet article est très forte. Ça veut dire que pour avoir une chance de limiter le réchauffement climatique en deçà de 1,5 degré, il ne faut plus construire une seule centrale à charbon, pas en France, mais dans le monde entier. Et ça, dès aujourd'hui. Non, je vais finir cette présentation avec deux derniers slides qui sont des messages, on va dire, plus positifs. Ce sont deux papiers, un papier et un blog qui sont disponibles dans la littérature et qu'on retrouve, et notamment le commentaire de Weber et al. Dans une revue scientifique Nature Climate Change qui a été publié après l'approbation du rapport 1.5. Et cet article, ce commentaire, confronte les différentes trajectoires que je vous ai présenté précédemment, avec un petit peu plus de diversité, parce qu'il traite également des trajectoires compatibles avec 3 degrés, voire plus, avec les projections ou les ventilations ou les développements prévus par les grands groupes pétroliers et énergétiques que sont BP, Exxon, l'IAE, Shell et Statoil. Donc à savoir que la plupart de ces grands groupes ne prévoient pas au-delà de 50 ans, à part Shell qui a une ventilation de portefeuille qui est beaucoup plus longue. Et donc il faut se dire, voilà, il faut regarder quand même cette figure avec beaucoup de recul, parce que c'est des firmes privées, donc elles peuvent ajuster leur portefeuille au cours du temps, mais néanmoins, ce qu'on voit, c'est que pour certaines, elles prévoient une réduction de leurs émissions liées à leur développement pour atteindre des trajectoires compatibles avec 2 degrés ou 3 degrés, voire pour certaines compatibles avec 1,5 degré. C'est beaucoup plus rare pour inférieur à 1,5 degré. Et ce qu'on voit, par exemple, pour Shell, c'est que cette firme prévoit, dans un horizon plus lointain, de commencer à attaquer la question des émissions négatives. Donc, ou à stocker du carbone au lieu d'en émettre. C'est pour la simple et bonne raison que ces compagnies fortes, on aura bien, si on souhaite retirer du CO2 de l'atmosphère, il faudra bien le stocker quelque part. Et donc elles se disent qu'elles ont quelque chose à gagner à pouvoir mettre à disposition des dispositifs pour stocker le CO2 dans les trous qu'elles ont déjà percés. Voilà. Et l'autre, je finirai par ça, donc ça n'a rien à voir avec un rapport du GIEC, mais c'est en rapport avec les activités liées au GIEC. C'est une initiative, donc c'est un organisme de labellisation qui s'appelle le Science Based Target. Donc vous pouvez aller voir, c'est disponible sur Internet. C'est un organisme de labellisation comme les organismes de labellisation forestiers, avec les écolabels, etc., qui vise à labelliser des entreprises dont les objectifs de développement vont s'aligner
avec les trajectoires compatibles avec 1,5 degré. Donc c'est à la fois des ventilations de portefeuille, mais c'est également des trajectoires d'émissions de dioxyde de carbone. Donc si jamais ça vous intéresse, j'ai fait des captures d'écran de quelques compagnies qui se sont alignées avec ça, mais on aurait pu j'ai fait automobile et aviation si ça vous intéresse. Et néanmoins, moi j'étais surpris parce que quand on m'en a parlé, c'était une personne de chez Danone qui était en train de mettre en place la labellisation pour Danone, justement, pour s'aligner sur les projections de croissance et limiter leurs émissions. Et je m'attendais à avoir un chiffre très très faible, mais là on s'aperçoit qu'il y a quand même 612 entreprises qui ont fait l'exercice de labellisation, et sachant qu'il y en a plus de 2000 qui sont en train de faire l'exercice de labellisation et d'aligner leurs projections d'émissions sur les trajectoires qu'on évalue dans les rapports du GIEC et qui sont compatibles avec un réchauffement climatique de 1,5 degré. Voilà. Donc, comme je vous l'ai signalé en introduction, je ne répondrai pas à la question. Je vous laisse le faire. Merci. Merci beaucoup, Roland. Merci de nous avoir fait partir des plus noires profondeurs du carbone et du charbon pour nous mettre la tête un peu plus dans le bleu de l'azur et dans l'espoir. Bon, on va passer maintenant à la séquence de questions-réponses.